L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour, bon réveil dominical et bonne fête de la Tabaski à tous nos fidèles internautes musulmans. Ce dimanche sur l'invité, chers amis internautes, on reçoit pour vous Jocelyn Aïkoué Aï. Il est maire de la commune de Grand Popo, acteur politique. Il est militant du parti politique Union Progressiste Le Renouveau, coordonnateur communal de la dite formation politique. Notez que dans la vie active, il est expert consultant marketing et action commerciale. Il a été le directeur directeur commercial, autant pour moi. Il a été directeur commercial et marketing à maintes reprises, notamment à Jetma Bénin, à Corley Bénin. Il est ex-directeur général adjoint de la compagnie béninoise de textile. Avec lui, chers amis internautes, nous allons revenir sur la première phase de la tournée gouvernementale de reddition de comptes. On parlera de l'étape des communes du département du Mono, notamment les 6 communes du département du Mono, il nous en parlera. Il parlera également, sans nul doute, du développement de sa commune, celle de Grand Popo. Il nous donnera également quelques opinions, il partagera avec nous quelques expériences sur l'expérimentation de la réforme du secteur de la décentralisation. Comme depuis un certain temps, je serai accompagné de Billy Gaël Aïbi. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être avec moi ce matin pour conduire cet entretien. Bonjour à vous, Jocelyn Aïkoué Aï. Bonjour Kader, bonjour Madame Bélé. Bonjour monsieur. Merci d'avoir cette invitation. Merci à moi de vous remercier. Qui était Grand Popo Cotonou, c'est pas facile. Oh ben, on n'a plus que le faire, hein. C'est une habitude. Et nous sommes là pour ça. Vous êtes là pour ça. Alors Billy Laibi, il est à vous pour la première question. Bienvenue chez nous, monsieur le maire. Merci. On va démarrer par la tournée gouvernementale initiée par le gouvernement du président Patrice Talon dans les 77 communes, dont votre commune Grand Popo. Que pensez-vous de cette initiative pour commencer? D'entrée, merci à vous. Merci pour ce temps d'antenne que vous nous accordez pour pouvoir parler non seulement de la tournée, mais également de tout ce qui concerne Grand Popo en tant que commune, cité balnéaire du Bénin, également du Bénin en général. Une fois encore, merci à vous. Je dis bonjour à la commune de Grand Popo, aux conseillers communaux, à toute la communauté. Bonjour aux frères musulmans qui dimanche vont célébrer la Tabaski. Et je tiens sincèrement à vous remercier pour cet intérêt que vous portez surtout à ma personne et également à la commune de Grand Popo. Nous avons tous vécu. Et je pense que nous sommes les témoins de cette initiative du président Talon, de son gouvernement, de décider. Ce n'est pas la première fois, je pense que ça fait la deuxième fois que nous vivons cette initiative, qui pour moi est noble. Noble pour un simple fait. On dit reddition de comptes, c'est de comprendre aussi simplement ce que c'est. Si vous recevez mission, vous êtes obligé à un moment donné d'aller vers vos mandats pour dire, expliquer ce que vous avez fait, là où vous en êtes et ce qui vous reste à faire. Et je crois que cette démarche, elle est noble, elle est salutaire. Grand Popo, tout comme les 77 communes, les 76 autres communes, a reçu également cette tournée gouvernementale et je tiens à vous dire que ça a été pour nous un satisfecit. Si déjà au niveau communal, nous avons cette obligation de procéder au moins 2 fois par an à la reddition de comptes. Vous voyez dire c'est statutaire.
Alors, je crois que cela va de soi que le gouvernement, avec le président, avec son gouvernement, se décide d'aller rendre compte à la population de tout ce qu'ils font pour le Bénin en général, et également pour chaque commune en particulier. Et pensez-vous réellement que les populations de Grand Popo sont réellement satisfaites des réalisations du gouvernement vis-à-vis de leur vie? Alors, vous savez, je vais sortir de cette courbe de cette robe de mer. Et je me prends comme citoyen lambda. C'est tellement important que je sache à un moment donné ce qui se fait en mon nom. Ce qui se fait au nom du peuple béninois auquel j'appartiens. Et c'est pour ça que je pense que la satisfaction doit être totale. La commune de Grand Popo, pour ma part, pour ce que j'ai vécu, je constate que c'est une démarche salutaire, comme je l'ai dit. Et il le faut pour permettre à la population. Parce que c'est quoi? Nous travaillons pour la population. Lorsque le président Talon est arrivé, en 2016, avec le PAG 1, puis après on est passé au PAG 2, je peux vous dire que tout ce qui a été fait durant ces 8 ans, nous avons des citoyens qui ne sont pas informés. Nous avons des citoyens qui ne se rendent même pas compte que quelque chose se passe. C'est vrai que le président Talon a choisi cette dynamique de travailler sans faire trop de bruit, mais d'aller dans l'efficacité. Mais il est nécessaire que le bruit se fasse. Quand je parle de bruit, ce n'est pas un tapage, mais que le citoyen lambda dans sa contrée soit informé de ce qui se passe. Jocelyn Aïe, certains estiment quand même que cette tournée gouvernementale dite de reddition de comptes n'en était pas une et que c'était juste une rencontre entre les leaders politiques de la mouvance présidentielle et leurs militants pour leur parler du PAG ainsi. Que répondez-vous à cela? Ils estiment que les populations non militantes des formations politiques de l'Union progressiste de renouveau, le Bloc républicain, n'ont pas été touchées dans le cadre de cette tournée-là. Qu'est-ce qu'il y en a été de la mobilisation des populations? Moi, je suis de nature à respecter l'opinion de tout un chacun. Ceux qui le disent, vous êtes dans votre rôle de journaliste investigateur. Sûrement, vous avez reçu, ou bien vous avez entendu, ou vous avez lu. Mais ce n'est pas ça ce qui a été. D'abord, ce n'est pas une action politique. Non. La reddition de comptes, c'est pour la population. Ce n'est pas pour les politiciens. Et c'est ce qui a conduit le format que nous avons mis en place. Et ce format comporte élu. Vous êtes élu, vous n'êtes plus politique parce que vous êtes maintenant là pour la cause, pour le développement. Nous sommes d'accord? Alors, si tous les partis présents, agissant pour le développement, sont invités, la population civile, l'association a été invitée. D'accord? Nous avons eu les dignitaires notables et autres qui ont été invités. Les personnes ressources ont été invitées. Je ne vois pas comment on peut parler d'avoir laissé en marge certaines personnes ou certaines ces instances. personnes ressources, ces dignitaires sont tous des représentants du bas peuple. Oui, exactement, ils sont d'abord des représentants du bas peuple et également représentants de différents couvents qu'ils dirigent, qu'ils gèrent. Alors, donc, l'information doit pouvoir aller à chaque instance. Lorsque pour la commune de Grand Popo, comment s'est fait la mobilisation? Est-ce que vous avez invité que les dignitaires ou il y a eu des Congolais qui ont sillonné la ville pour informer la population? Nous avons choisi la méthode la plus efficace et d'ailleurs c'est ça qui a été développé au niveau de toute la commune. Il y a d'abord un quota de personnes à inviter. On ne peut pas inviter toute la commune. Donc il faut forcément qu'il y ait des leaders d'opinion. Vous voyez? Et ces leaders, on les a invités. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai cité les différentes instances qui étaient présentes. Alors, ces leaders qui sont arrivés, avant qu'ils ne viennent, ce n'est pas des invitations. Certes, on est passé par les crieurs publics pour les atteindre, mais on a adressé parce qu'il faut aussi également qu'il y ait de la cooptation. Mais comme ce n'est pas une reddition de comptes qui a été faite dans une salle enfermée, dans une salle fermée, donc la population même, vous savez que notre population a soif de l'information. La population même qu'on ne l'ait pas invité, s'est déplacée pour venir suivre ce qu'il en est. Donc,
personne n'a été relégué. Nous avons également utilisé des moyens communicationnels pour atteindre les cibles que nous avons définies. Parce qu'en fait, la dynamique est la suivante. Nous avons eu cette tournée-là, d'accord? Et maintenant, nous allons dupliquer au niveau des arrondissements et au niveau des villages. Alors, maintenant, ce qui a été fait, c'est avec les membres du gouvernement. Maintenant, au niveau de chaque commune, les maires, les chefs d'arrondissement et les chefs de village vont maintenant s'organiser pour maintenant passer l'information. Rendre compte aux populations qu'on n'a pas pu inviter pour venir en ces lieux, en ce moment-là. Et vous voyez que c'est une démarche, cette démarche... Et cette démarche, on va démarrer quand? Très prochainement, je ne suis pas dans le secret des vérités, des décisions, mais je sais que d'ici à là, on aura le plan, le calendrier pour pouvoir démarrer cela. On parle à présent du développement de la commune de Grand Popo. Avant d'entrer proprement dans le vif du sujet, j'aimerais vous poser cette question. Vous sentez-vous proche de votre population? Absolument. En tout cas, d'aucuns disent que vous êtes un maire absent. J'ai dit tout à l'heure que l'opinion, c'est la liberté de chacun. L'interprétation, elle est relative à la position ou ce que chacun comprend. Le maire n'est pas appelé à s'asseoir. D'accord? Le maire n'est pas appelé à s'enfermer dans son bureau. Mais est-ce que le maire communique? Le maire est dans une dynamique de développement. Et cette dynamique peut être conduite dans un espace immédiat, qu'est la commune, et également au-delà de cet espace. Donc, s'il arrivait que le maire doit se déplacer pour aller au-delà de cet espace immédiat, je ne peux pas rester, être présent, je n'ai pas le pouvoir d'ubiquité. Donc, je dois forcément, absolument me déplacer. Si je ne suis pas présent, que c'est un voyage, ça ne peut qu'être un voyage professionnel. Est-ce que vous voyez? Alors, Grand Popo, vous parlez de développement. Nous avons opté ouvrir Grand Popo. Et ça, j'en profite pour saluer le président Talon, qui a souhaité que dans l'action de jumelage, de la coopération de jumelage entre les communes, parce qu'il faut que les communes s'ouvrent. On ne peut pas rester de tout le temps enfermé. Il faut qu'on aille vers d'autres communes qui ont les mêmes, dont nous avons des similitudes du point de vue géographique, avec qui on peut développer des actions. Et c'est ce qui se passe. Mais Grand Popo, nous avons pris l'initiative vraiment d'aller à l'assaut de ces partenariats et tirer ce que nous pouvons avoir de positif. Et c'est au profit de la communauté. Donc, si je restais enfermé, je ne pourrais pas réussir ça. Et Dieu seul sait aujourd'hui, Grand Popo et M. Petit. Nous sommes déjà allés en 4 ans. On s'est fait connaître par plusieurs pays et nous avons pu obtenir plusieurs jumelages avec des fruits, je vous le dis. Quelques-uns? Oui, mais là où je vous parle tout de suite, notre jumelage avec la Guyane, précisément avec la commune de Makori, nous a aidé à faire partie des jeunes qui séjournent en Guyane aujourd'hui et qui auront 6 mois à passer. Ils sont combien ces jeunes-là? Ils sont 3 pour le moment, parce que c'est la première phase, c'est la phase pilote que nous sommes en train d'expérimenter. Cette convention, nous l'avons établie, et c'est des jeunes, en fait, qui sont diplômés, mais qui n'ont pas d'emploi. Ils sont partis pour le renforcement des capacités, avec toutes charges comprises. Ils vont descendre, et ces jeunes vont pouvoir s'insérer et aider d'autres. Également, nous sommes en train de travailler sur une autre convention qui va nous permettre d'envoyer, parce que nous avons la tranche d'âge que nous avons aujourd'hui, pour laquelle nous avons signé cette convention, c'est de 18 à 25 ans. La prochaine, ce serait de 25 et plus. Et même des personnes qui sont en position des artisans qui iront se faire former, par exemple. Ils iront pour leur renforcement des capacités. Et ce serait même sur 1 à 2 ans. Est-ce que vous voyez? Mais ça, c'est parce que nous avons choisi, nous avons travaillé pour avoir ce jumelage, que cette ouverture, nous l'avons eu. Mais il y a beaucoup d'autres également qui s'annoncent et qui sont même déjà là à la porte. Donc, je voudrais simplement dire à mes concitoyens qui peut-être à un moment T ont besoin d'une information, besoin de me voir, ou ils ont une préoccupation et je n'ai pas été là.
Moi, de ne pas se fâcher, mais l'administration est une continuité. Parce que lorsque je ne suis pas là, J'ai des adjoints qui en assument l'intérim. Et quand ils sont là, des adjoints, ils sont également des maires. C'est des potentiels maires. Oui. Donc, tout ce dont la communauté a besoin, cette communauté, en approchant ces maires intérimaires, peuvent avoir, je pense, très bien satisfaction. Oui, monsieur le maire, parlons des réalisations du gouvernement dans votre commune. Grand Popo a-t-elle vraiment bénéficié des réalisations des infrastructures routières? Vous parlez d'infrastructures routières. D'abord, il faut voir géographiquement Grand Popo, c'est une commune étendue sur 289 km². Et nous avons 81% de terres immergées et 19% de terres fermes, avec une population d'environ 80 000 habitants. Alors, subdivisé en 7 arrondissements. Nous avons même des arrondissements difficiles d'accès parce qu'entourés d'eau. Mais tout ça, c'est des potentialités touristiques que nous avons. Alors, si Grand Popo, tel que vous venez de le dire, à l'image ou à l'instar des autres communes, Grand Popo a reçu également ce qui pourrait lui permettre de répondre aux besoins pressants. Il n'y a pas que de voies. On dit la voie, c'est le développement de la voie et le développement d'une communauté ou d'un espace. La route ne développe pas sur le développement de la route. Exactement. Mais il y a une réalité à travers. Mais il n'y a pas que la voie. Grand Popo, de par sa situation géographique, a une richesse. Et cette richesse, c'est l'eau. Parce que nous avons l'océan, nous avons le fleuve Mono, et nous avons également le fleuve Baga. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais cette richesse, potentiellement, devient une menace pour la commune de Grand Popo. Comment une menace? Depuis des décennies, la commune de Grand Popo était sous menace de disparition. Parce qu'il y a l'érosion côtière. Oui, alors, des gouvernants ont été là. Je vais parler des gouvernements ont été là depuis 1960. Et ce cri de cœur de la communauté n'a pas cessé. Mais il a fallu le président Talon, à son arrivée, pour qu'on connaisse vraiment ce que nous appelons l'enrochement, la lutte, la protection de la côte. Mais ça a été fait. Vous voyez, il faut que la reddition de comptes soit vraiment faite. Parce que c'est une obligation. De ma commune, je sais qu'il y en a. J'ai des frères, des parents qui posent la belle question parce qu'ils n'ont pas vu. C'est ce qu'on voit, qu'on peut dire. Est-ce que vous voyez? Oui. Mais ils savent, ils ont su qu'il y a eu des travaux qui ont été menés. Mais ces travaux, l'évaluation de ces travaux, vous savez, on a vu l'enrochement. On a vu de l'entreprise qui travaille, qui mettait les roches dans l'eau, mais ça partait, mais personne, enfin, la majorité de la population qui n'a pas l'information, qui ne s'est pas approché ou qui, je dirais même, qui n'a pas la possibilité de suivre les informations parce que pas de radio, pas de télé, ne se rendait pas compte de tout. Exactement, ne se rendait pas compte des milliards qu'on mettait dans l'eau. C'est de l'argent. Et ces milliards pouvaient effectivement construire des routes. Et on va les voir en train de passer là-dessus, rouler là-dessus. En ce moment, peut-être qu'on va se dire, bon, oui, nous avons aussi bénéficié des projets du président ou de son gouvernement. Mais non. Aujourd'hui, je peux vous rassurer que les travaux qui ont été réalisés ont été des travaux de grande envergure et de qualité. Aujourd'hui, nous avons déjà l'eau qui au moins déjà a reculé, je vous assure. De combien de mètres? Sur déjà pratiquement 200 mètres. Nous avons gagné au niveau de la berge, je vous dis au niveau de la berge, près de 53 km déjà. Vous imaginez que c'est dû aux travaux. Alors, il y a eu un ajout de moteur de sable, donc on a régénéré la plage. Et si vous visitez également aujourd'hui la berge à Grand Popo, vous allez vous rendre compte que, enfin, je ne sais pas, Fidjiosen n'égale pas Grand Popo. Aujourd'hui, avec le verdissement qui est mis en place. C'est pas parce que c'est le maire qui parle de sa commune mais que non. On fait beaucoup de fleurs. Pas du tout. Je vous invite. Vous venez, vous allez visiter. Faites un tour pour une émission. Voice public, voice pouvoir. Et vous allez vivre ça pour vous rendre compte que vraiment il y a eu de la touche. Alors ça, c'est énorme déjà comme investissement.
parce que ça fait des milliards qu'on a engloutis dans l'eau pour sauver d'abord la communauté. Parce que je vous assure qu'à un moment donné, c'était tellement difficile parce que la population impuissante voyait les habitations partir sous leurs yeux. Mais le président Talon, il a décidé. Vous voyez, 8 ans. Mais je vous parlais de 1960. Les travaux ont duré combien de temps environ? Les travaux ont duré autour de 9 à 11 mois. Mais je vous assure que le délai contractuel, les travaux ont pris fin 3 mois avant le délai contractuel. Et là, parce que c'est une entreprise qui est spécialisée dans ces interventions. Bravo. La ville est certes une ville balayée, je ne vous coupe pas, monsieur le maire, et aussi que la mairie procède à des jumelages entre autres communes et tout. Mais en dehors de ces jumelages-là, que fait la mairie pour contribuer elle-même au développement de la ville, de sa population, de sa zone? Oui, que fait la mairie? Vous savez que il faut comprendre que la gestion d'une commune, nous avons des compétences propres. Et nous avons des compétences déléguées. Et nous avons également des compétences que nous partageons avec le gouvernement. Et tout ce que la mairie pourrait faire et qui répondrait de ces efforts, la première, c'est pour ça que nous mettons l'accent sur la mobilisation des ressources. Et c'est ce qui est mobilisé que nous réinvestissons à travers des besoins exprimés par la population. Et ces besoins, nous les collectons à travers la mise en place déjà du budget qui est un budget participatif. Donc à la base, la population s'exprime et partage les besoins. Nous venons toujours avec la population, les différentes structures qui nous accompagnent, que ce soit la société civile, les partenaires financiers, et nous essayons maintenant de voir les différents arrondissements, les besoins que nous avons reçus. On en fait une synthèse et nous voyons la cagnotte que nous avons, ce qui pouvait être fait sous fonds propres. Nous les faisons. Nous faisons des interventions dans les établissements, dans les écoles maternelles et primaires, même des interventions parfois au niveau des collèges. Et la communauté, pour des besoins pressants à exprimer, la mise en place des latrines, parce que nous voulons Grand Pau comme une ville propre. C'est une ville, tout à l'heure vous avez cité balnéaire, le tourisme est au premier cran, donc nous avons besoin d'assainir. Est-ce que vous voyez? Alors, il y a toutes ces infrastructures que nous-mêmes, sous fonds propres, nous réalisons pour aider la communauté. Fonds propres? Oui, les fonds propres, vous sortez de vos propres poches? Non, pas du tout. Le fonctionnement d'une commune, lorsque nous parlons de fonds propres, c'est la cotisation, la contribution des taxes que nous prélevons, que ce soit sur les charges fiscales que nous avons, impôts sur foncier bâti ou autre. Mais ce n'est pas tout en fait. Lorsque nous parlons, il faut comprendre que lorsque nous parlons des impôts sur foncier bâti ou non, ce n'est pas la totalité que nous prenons. Parce qu'il y a un pourcentage que le gouvernement l'État central l'État central retrocède à la commune. Et il y a un pourcentage qui va au niveau du trésor public pour également aider tout le Bénin entier. Vous, en tant que maire, Kader, je ne vous coupe pas, vous, en tant que maire, depuis presque 10 ans, à la tête de... 4 ans. Pardon. Vous, en tant que maire, à la tête de la commune, quelle initiative avez-vous prise depuis que vous êtes là pour quand même contribuer, je parle d'initiative propre en dehors de ce que la mairie fait, pour contribuer quand même à l'évolution de votre ville? Vous savez, l'initiative déjà du maire part déjà de sa position de maire à travers la gouvernance et la bonne gouvernance de tout ce qui déjà constitue des acquis. Ça, c'est la première contribution. Parce que si vous êtes maire, que vous n'arrivez pas à faire le travail comme cela se doit, à suivre ce qui se passe et à vraiment orienter et à veiller à ce que ce qui doit être fait soit bien fait, de qualité pour aider la communauté, c'est que vous ne contribuez pas. Ça part déjà de là. C'est la première contribution du maire. Le maire n'a pas sorti de l'argent de sa poche. Est-ce que vous voyez? Alors, la deuxième contribution du maire, c'est son implication dans le système, dans les différents mécanismes mis en place pour optimiser la mobilisation des ressources
que nous appelons ressources propres sur le territoire. Alors, le maire, aujourd'hui, nous avons le secrétaire exécutif, alors qui ont la responsabilité de la mobilisation des ressources. Mais ce n'est pas pour autant que le maire sortirait ou fermerait les yeux sur ce qui se passe. Non. Nous appuyons également, en tant qu'élu d'abord, en tant que maire, nous appuyons les secrétaires exécutifs à pouvoir réussir la mobilisation en renforçant l'équipe et également en orientant l'équipe. Alors, pour contribuer, le maire n'a pas pensé autre que le plan de développement communal qui est là. Le PDC, c'est la Bible. Nous sommes présentement à l'élaboration de notre PDC 4e génération. Est-ce que vous voyez? Et je vous ai dit, la mise en place, l'élaboration de ce document, de cet outil, connaît la participation de toute la communauté. Que ce soit partenaires techniques, financiers, que ce soit la population, que ce soit tout le monde. Alors ça devient notre but. Donc tout ce que nous devons faire durant 1 an s'y trouve. Vous voyez? Et nous avons également le budget qui vient accompagner cela. Donc le maire n'a pas à dormir, à se lever et se dire je veux faire ceci et cela il va faire. Non, ce n'est pas du rêve. Mais le rêve que nous avons, vous me permettez, le rêve que nous avons, notre contribution, j'ai dit tout à l'heure que cette opportunité que nous avons du gouvernement, de pouvoir nous-mêmes nous ouvrir et d'attirer d'autres communes vers nous pour qu'ensemble nous mettions en place un partenariat qui pourrait permettre d'abord l'intégration et nous conduire à des réalisations bénéfiques pour la population. C'est des initiatives que nous prenons. Et ça, c'est une contribution, je vais dire, hautement appréciée. Parce que, au-delà de ce que nous avons, et des communes avec lesquelles nous avons des similitudes, si nous mettons ensemble tel que nous sommes en train de le faire, vous voyez, c'est pour le bien-être de la communauté. Nous sommes allés à mettre en place un organe avec des communes du Togo, l'organe des collectivités transfrontalières. Et cet organe, j'en profite pour saluer tous mes collègues maires. Nous avons 3 mairies, 3 communes du Bénin et pour le moment 5 communes du Togo. Nous agissons, nous mettons en place des infrastructures pour aider notre communauté. Parce que d'abord, Grand Popo est une commune frontalière. Est-ce que vous voyez? Alors donc, de part et d'autre, nous avons déjà nos populations qui déjà tous les jours sont là à se côtoyer. Mais il faut une action au-delà de ça pour pouvoir leur donner, les aider et leur dire la voie que vous prenez là, cette voie, elle est la meilleure. Vous devez vous mettre ensemble. Et tout ça, au-delà de l'intégration dont je parle et des outils que nous mettons ensemble pour que eux tous ils se retrouvent autour, c'est également une manière d'apaiser la population. Des deux côtés. C'est-à-dire que si du côté togolais, du côté béninois, et il devait y avoir des situations d'affrontement, je pense que déjà nous avons commencé par y travailler, puisque nous, en tant qu'organes des collectivités transfrontalières, nous travaillons pour que nos communautés se mettent déjà ensemble autour des initiatives que nous prenons, autour des infrastructures que nous mettons en place. Donc, l'échange est déjà au quotidien. Ça également, c'est une contribution. Je remercie au passage la coopération en Suisse, également l'UEMOA, qui nous soutiennent à travers cet organe que nous avons mis en place. Alors, Jocelyn Ayi, tout à l'heure, vous étiez en train de parler de l'enrochement qui est effectué par l'État central. Ça fait partie des actions que l'État central a eu à entreprendre dans la commune de Grand Popo. Mais quelles sont les actions phares en dehors de cet enrochement-là que Patrice Talon a eu à faire de 2016 à ce jour pour quand même le rayonnement de cette ville-là, pour le mieux-être des populations, en d'autres termes? Je vais vous prier de voir toujours la commune de Grand Popo avec un œil particulier. Parce que, de par sa situation géographique, ce n'est pas comme toutes les autres communes. J'ai dit tout à l'heure que nous avons l'océan, mais l'océan qui constitue également, enfin l'eau autour de nous, qui est une richesse, mais qui constitue également une menace pour nous. Alors, vous savez, si le président Talon n'avait pas pris cette résolution de commencer par l'enrochement, Grand Popo partirait. Je serais parti sur l'eau. Mais en dehors de l'enrochement, je vous assure, mais qui en ce moment le président Talon va diriger? L'eau? Non, mais il faut des vies humaines. Alors, si vous connaissez très bien Grand Popo, vous arrivez au carrefour que nous appelons Carrefour Tourisme.
la voie pavée, certes la seule voie pavée que nous avons qui conduit jusqu'à l'embouchure. Si vous connaissez vraiment cette voie, je vais vous dire que il y a de cela 2 ans environ, avec les aléas climatiques, on a failli assister à l'installation d'une 2e embouchure. L'embouchure, c'est la rencontre de l'océan et du fleuve. Est-ce que vous voyez? Et lorsque l'embouchure se met en place, ça veut dire que ça coupe Grand Popo en 2. Est-ce que vous voyez? Alors, le gouvernement a tout de suite réagi. Tout de suite réagi en investissant pour pouvoir empêcher la mise en place de cette embouchure. Et c'était prévu que les travaux vont durer, vont résister sur 3 ans. Mais les 3 ans ne sont pas encore terminés, mais tout de suite, à travers le projet WACA, qui intervient toujours dans le même package que le projet de l'enrochement de la protection côtière, ils sont déjà là pour la stabilisation de cet espace-là qui va prendre de la partie après pavé, c'est-à-dire là où il y a le stade omnisport, pour aller jusqu'à l'embouchure. Et cet espace, cette bretelle sera prise en compte également. La plage de 10 janvier que vous connaissez à Bécon, elle sera prise en compte et nous allons retrouver là des infrastructures récréo-touristiques. Et déjà, c'est un plan et toute la maquette existe et les travaux ont déjà commencé. Et doivent durer combien de temps? Parce que les travaux sont séquencés. Pour ce qui est les travaux qui sont en cours présentement, c'est d'abord, ça va tenir sur 9 mois. Et après, ça va évoluer vers l'embouchure. Et la structure également qui a pris la gestion de cet espace en compte, cette structure est déjà sur le terrain. Les enquêtes sociales communautaires sont déjà en cours. Donc, tout ce qui se passe, ça c'est des investissements, mais ce n'est pas fini non plus. Il faut d'abord que nous ayons l'assurance qu'il y a une stabilité au niveau de l'eau pour que les investissements prévus, qu'on puisse les recevoir. Il y a beaucoup de projets, mais on veut calmer l'eau d'abord, on veut la contenir. L'eau, pour ma part, et pour la plupart de la communauté, aujourd'hui, on est rassuré. Et nous avons des projets qui sont en train déjà d'être développés sur le terrain. La voie principale, la réunion que vous avez, qui va à Lomé, elle sera en double ciel. Les travaux également vont commencer. La voie à Djaha, à Tiémé, que vous connaissez, qui a été longtemps réclamée par la population depuis 1960, le Conseil des ministres a autorisé cette voie. La mobilisation, elle est faite et le coût, ça fait 90 milliards de mobiliser pour cette voie-là. Et cette voie-là, elle va démarrer d'ici à là. Est-ce que vous pensez que ces infrastructures vont finir avant la fin du quinquennat de Patrice Talon? Mais vous savez, ce n'est pas pour que ça soit terminé avant que le président Patrice Talon ne parte. C'est une action de développement. Et la gestion, elle est une continuité. Si le président Talon ne finit pas, quelqu'un d'autre qui doit finir. Mais déjà, la volonté d'entreprendre, d'initier, c'est ça que nous louons. Parce que des années, des décennies, comme je vous le dis, nous avons vu des mandatures, mais qui ne se sont pas intéressés à ces problèmes qui sont des problèmes fondamentaux pour le développement de la commune de Grand Popo. Et comment on ne peut pas se développer sans quand même le tourisme? Sur le plan touristique, est-ce que l'État central met à contribution des moyens? On connaît Novitia, on sait que cela draine quand même un monde impressionnant, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Alors qu'est-ce qui est fait dans tout ce sens-là pour que véritablement l'essor touristique de Grand Popo soit davantage valorisé? Comme j'ai souvent l'habitude de dire, Grand Popo, c'est la destination touristique, le portail de la destination touristique à l'horizon 2030. Si vous voyez déjà la volonté du président de la République, à travers l'exécution du PAG2, déjà depuis le PAG1 et le PAG2, vous allez constater que il y a les axes qui sont destinés au tourisme, sont des axes assez importants. L'investissement qui se fait par rapport au tourisme, c'est un investissement colossal. Alors, Grand Popo n'a pas attendu, parce que nous avons notre vision. Notre vision, c'est d'abord d'accompagner tout ce que le président fait. Mais comment accompagner tout ce que le président fait?
accompagner ce que le président fait sur l'axe touristique, c'est de pouvoir également installer ou apprêter Grand Popo à recevoir, à partager. Parce que je dis ouvertement que Grand Popo se mettra ou se met déjà en rivalité avec Ouida. Ouida qui reçoit énormément de pioches. Ce que je félicite. Ce que je félicite. Vous êtes jaloux de ça? Non, pas du tout. Qu'est-ce que Grand Popo a fait? Nous avons déjà travaillé à d'abord avoir un répertoire de tous les sites touristiques que Grand Popo a. C'est ce que nous avons fait. Et ce rapport a été déjà validé. Aujourd'hui, nous avons une idée réelle des sites touristiques de Grand Popo. Nous avons également commandité une étude dont nous avons déjà validé le rapport, qui est une étude stratégique du tourisme à l'horizon 2030 pour Grand Popo. Les deux combinés, ce que nous avons en vision, c'est de commencer par les sites qui ne vont pas nous demander beaucoup d'investissement pour le moment. Parce que nous pensons que nous devons d'abord nous mettre à l'œuvre. Et le faire, donc ces sites qui ne nécessitent pas de gros investissements, nous allons les décliner selon la destination que nous voulons. C'est pourquoi nous sommes empressés de commanditer cette étude pour avoir avec nous déjà ce document que j'ai appelé le répertoire. Donc déjà nous avons commencé. Il y a des sites que nous avons déjà ressortis à soumettre au gouvernement. Et ça a été déjà fait. Mais monsieur... Et les études... Oui, allez-y. Alors ces sites-là, le gouvernement nous promet de travailler. Mais ce que nous-mêmes déjà, nous avons déjà sélectionné, sur lesquels nous devons travailler, c'est des sites dont pour les réhabiliter, nous n'avons pas besoin d'aller chercher loin, mais nous avons juste besoin dans notre espace des éléments qui pourraient nous permettre d'assumer de façon très facile et aisée leur transformation. Et de vite y aller. Exactement. Donc, le visiteur qui, dès que Ouida serait vraiment mise en vue, et que le visiteur qui vient sur Ouida avec un billet, c'est qu'en 30 minutes, il peut rallier Grand Popo. Et à Grand Popo, il peut séjourner toute la journée avant de retourner à Ouida. S'il a son hôtel à Ouida, je crois que cela lui serait très intéressant. Parce que le même billet en 30 minutes lui donne cette possibilité de venir découvrir également les richesses de Grand Popo. Nous avons une... On parle de richesses. Quelles sont ces richesses concrètes? C'est ça que je voulais aborder. Nous avons un arrondissement, c'est pratiquement sur tous les arrondissements que nous avons des sites touristiques. Mais nous en avons également un arrondissement appelé Avlon, que j'appelle moi communément la mine d'or de la commune de Grand Popo. Si vous y allez, d'abord que ce n'est que il faut traverser l'eau pour y aller. Si vous avez connaissance de cet arrondissement, ça va être bien. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à découvrir pour vous rendre compte que là-bas, qu'est-ce que nous avons à offrir? Vous savez, aujourd'hui, nous essayons de renforcer la mise en place des mangroves. Et ça, ce n'est pas que nous, ce n'est pas que le Bénin, c'est dans le monde entier, parce que avec le réchauffement climatique et la production de carbone, il faut forcément avoir déjà des moyens pour aider la population à mieux vivre. Et c'est dit qu'après étude que ces mangroves ont cette potentialité de capter ce carbone et de ne pas les diffuser au risque de contaminer la population. Nous en avons plein sur l'eau. On est allé à faire des allées avec sur l'eau. Et vous pouvez vous promener sur 4 km dans des allées de mangroves à vous épanouir. 4 km à Bakel, dans les allées de mangroves, avec des détours pour vous épanouir. Ça, c'est à Grand Popo. Nous avons également une réserve biosphère qui reçoit annuellement au moins 1200 espèces aviaires. Il y a des périodes où les oiseaux, vous savez, les oiseaux migrateurs, ils viennent, Grand Popo en reçoit. Je vous assure, 1200 espèces aviaires. Toujours à Avlon. Vous allez à Avlon, vous verrez également l'île à sel. C'est-à-dire, sur cette île, les braves femmes continuent de produire le sel à l'étape traditionnelle, avec des moyens traditionnels. C'est tellement plaisant parce que
vous n'allez pas vous rendre compte, mais la qualité du sel qui sort de là, elle est recherchée mondialement. Mondialement. C'est vrai que la production n'est pas à une échelle industrielle, mais je remercie déjà le gouvernement qui a déjà lancé ce projet Procel, qui prend en compte la mise en place d'une industrie dans cet espace-là, mais pas détruire déjà ce que nous avons, là où les bonnes femmes travaillent, qui déjà intéressent les visiteurs. Nous allons conserver ça. Parce que c'est traditionnel, non, c'est traditionnel déjà. Ça fait partie des sites que nous vendons. Est-ce que vous voyez? Et ça, tout ça, c'est à la tête du gouvernement. Nous avons la route de couvent. Les grands propos, je vous ai dit tout à l'heure. Quand je parlais d'Agoué, Agoué, c'est un arrondissement de la commune de Grand Popo. Agoué, c'est d'ailleurs l'arrondissement au Dahomey, parce qu'avant, Agoué était également une commune qui a reçu les premiers missionnaires. C'est pour ça que c'est pas un hasard que vous verrez à Agoué la première église catholique du Dahomey. C'est pas un fait de hasard que vous allez retrouver à Agoué l'église catholique qui est la première. Non, pas l'église, je parle de l'église, je parle de l'école catholique. Oui. Donc, vous allez voir également à Agoué, pendant cette traite négrière, parce que c'est pas là que ça a commencé, puisque les missionnaires ont touché au Dahomey, Agoué en premier, là où ils prenaient, c'est nos parents en termes d'esclavage, et les faisaient partie. Et là, c'est pas le Togo. Et ce circuit s'appelait Kouvido. C'est là également aujourd'hui. Donc nous y travaillons. Ça, tout ça, c'est des valeurs, c'est des sites que nous avons à valoriser. Et pour permettre également de faire connaître, de restaurer l'histoire. En dehors de ces sites-là, à quand la construction du marché de Grand Popo? Le marché de Grand Popo, vous savez, c'est vrai que nous avons demandé au président de nous construire également un marché à l'instar des marchés que les autres communes reçoivent. Grand Popo, ce n'est pas refusé, c'est accepté. Mais on ne doit pas forcément attendre parce que nous sommes en train aujourd'hui, à travers nos différentes coopérations, également avec les ressources propres, on est en train de travailler à pouvoir nous-mêmes déjà essayer de réhabiliter le marché que nous avons là. Et en attendant que le grand que nous voulons, nous souhaitons, ne vienne. Mais tout est important pour nous. Tout est important pour nous, mais lorsque vous avez un marché, et vous avez la production qui est dans les champs, et que ces productions, on n'arrive pas à les convoyer au niveau du marché, est-ce qu'il peut y avoir vente? Non. Les producteurs vont perdre. Alors c'est pour ça que nous avons souhaité, et ce qui nous a été accepté, et qui nous réjouit, que les voies qui desservent nos communes, nos villages, et où nous avons de fortes productions de produits vivriers, qui est ce qu'on nous aide à déjà désenclaver pour que nos pauvres parents, après production, qui puissent vraiment convoyer tout ce qu'ils produisent vers un endroit qu'est le marché. Alors, qu'en est-il de l'asphaltage à Grand Popo? Mais l'asphaltage, c'est tout un projet, c'est un paquet. C'est un package. L'asphaltage n'est pas que la route. L'enrochement, la protection côtière, c'est également un programme de l'asphaltage. Parce que l'océan, c'est également une voie, c'est une voie maritime. Est-ce que vous voyez? Donc pour vous, les efforts concentrés à ce niveau-là font partie également de ce que vous avez on ne peut pas isoler. Il y a beaucoup d'autres qui vont venir. Il y a la construction de 8 ponts qui rentrent toujours dans l'exécution de ce projet d'asphaltage. Donc on ne peut pas isoler la protection côtière de l'asphaltage. C'est un programme dense de l'asphaltage d'ailleurs. Aujourd'hui, on constate que vous avez quand même beaucoup d'espérance quant à l'État central pour quand même valoriser les potentialités touristiques de Grand Popo, pour pouvoir réaliser des infrastructures, la construction du marché. Tout à l'heure, vous en avez parlé, bien évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres espérances en dehors de ça pour qu'on puisse passer aux réformes de la décentralisation? Oui, il y en a. Lesquelles, très rapidement, nous avons beaucoup de projets. Vous savez que Grand Popo, le rêve que nous portons et puis qui est même déjà accepté par le gouvernement, c'est d'en faire également
le village aquacole. Est-ce que vous voyez? Peut-être ça va vous paraître bizarre qu'on parle de la rareté des produits halieutiques. Or, nous sommes entourés d'eau. Mais ça arrive. Parce que vous savez, même l'océan, et le fleuve que nous avons, depuis des décennies, personne ne s'est occupé de l'entretien. On pense que c'est l'eau qu'on ne peut pas entretenir, mais c'est faux, il faut l'entretenir. Parce qu'il y a eu la sédimentation à un niveau où les poissons, s'ils n'ont pas leur lit, ils ne peuvent pas se reproduire. Est-ce que vous voyez? Donc, tout ça là nous a ramené à un niveau où la pêche n'est plus fructueuse. Et les espèces, en fait, sont en voie de disparition. Mais donc, il faut vraiment travailler. Et le gouvernement a déjà lancé les couleurs. Il y a eu déjà, vous allez constater, à Djondji, déjà depuis 1 an et demi, 2 ans, le curage à Djondji. Aujourd'hui, nous sommes en train, le gouvernement a lancé le curage également du fleuve Baga et puis c'est chez nous. Il y a également le curage du fleuve Mono. Est-ce que vous voyez? Donc, en faisant tout ça là, c'est d'abord pour permettre à nos parents qui ont décidé, et d'ailleurs, la commune de Grand Popo, dont l'activité première de par le passé aujourd'hui reste la pêche. Donc, c'est de faire renaître autour de ces pans d'eau cette activité qu'est la pêche. Et là, les bonnes femmes, nos papas également, vont s'en servir parce que l'activité va reprendre. Mais ce qui est formidable, c'est l'acceptation du gouvernement à installer, je vous dis, à construire, ça c'est le mot juste, un port de pêche dans la commune de Grand Popo, précisément à Iguénon. Et là déjà, tout est pratiquement fait. Nous avons l'espace qui est déjà dédié, nous avons les fonds qui sont bouclés. On attend que le lancement qui ne va pas tarder à venir. Et vous savez, lorsqu'on parle de port de pêche, je voudrais bien vous prier de voir au-delà et de voir également la reprise de cette activité de pêche qui est une activité de source pour la commune de Grand Popo. Et tous ceux qui vont se retrouver vont s'en sortir en termes de difficultés par le passé et également d'aujourd'hui de situations plus adaptées et plus économiquement assises. C'est tout ça que nous comptons. Et tout ce qui se fait au niveau de la commune de Grand Popo, je pense que nous n'allons pas nous retrouver à la queue du peloton en termes de la distribution, parce que la distribution de revenus par le gouvernement, non, je ne pense pas. Vous ne pensez pas à ça? Non, pas du tout. J'ai cette conviction que de tout ce qui est programmé et de leur mise en œuvre très proche. Vous savez, oui, de quoi ils disent, il reste que 2 ans. En 2 ans, je vous pose cette question. En 2 ans, on peut faire beaucoup de choses. Même en une journée, lorsque vous décidez et que vous avez les moyens, les coudées franches, vous allez faire beaucoup de choses. Et je sais que autour du président Talon, les ministres qui aujourd'hui, je vous dis, c'est de façon transversale. Le ministre des Transports de Grand Popo. Mais évidemment. Alors, il sait tout le Bénin. Ce n'est pas que Grand Popo. Vous venez de me parler de routes, non? Et j'ai dit, bon, nous avons reçu pour le moment le peu qu'on peut recevoir. Mais il y a d'autres qui ont reçu. Oui, mais ce que nous avons reçu également n'est pas des moindres. Donc nous avons également à nous réjouir, tout comme les autres communes. Parlons à présent à présent des réformes de la décentralisation mises en place par le gouvernement depuis un certain temps. J'aimerais vous demander quand même, depuis ces réformes-là, sentez-vous que le niveau des travaux a évolué à Grand Popo? Merci à vous pour cette question. Vous savez, les réformes, c'est une œuvre humaine. Et aucune œuvre humaine n'est parfaite. Nous avons le gouvernement, à travers l'égide du président Patrice Talon, a souhaité travailler à cette gestion décentralisée en mettant en place les réformes. Nous avons pris connaissance des réformes. Nous sommes en train d'expérimenter les réformes. Après l'expérimentation à mi-parcours, vous constatez que... Oui, ça fait 2 ans.
Mais ça fait 2 ans, je ne peux pas dire que tout est rose. Non. Vous savez, c'est des tests qui ont été mis en place. Est-ce que vous avez de bons rapports avec votre secrétaire exécutif, par exemple? J'en viens. Alors, c'est des tests qui ont été mis en place par des humains, d'accord, comme nous. Nous sommes, nous, humains, à nous approprier ces tests et à pouvoir les redéployer sur le terrain à travers tout ce que nous faisons. Et cette dimension que nous portons, je vous assure, ne peut pas manquer de limites. Est-ce que vous voyez? Donc, cette expérimentation nous permet également de ressortir au niveau des tests quelques insuffisances. Mais également, ce qui se passe sur le terrain, que je peux dire de façon palpable, qui est apprécié de nous humains et de vous également, journalistes, investigateurs, c'est ce qui émane de l'être que nous sommes. Nous, responsables, à d'abord pouvoir nous approprier le contenu des tests et à pouvoir les assumer, les redéployer ou les voir se mettre en application comme cela se doit. Là également, il y a aussi un problème. Il faut que nous reconnaissons que nous avons tous à travailler. Mais tous à travailler, c'est qu'on se mette tous dans la même veine, dans une même veine, avec l'humilité possible, de ne pas se dire sachant plus que l'autre, mais que chacun puisse se donner le temps d'aller vers ce que nous a donné comme Bible, que sont les tests que nous avons, par rapport auxquels nous devons travailler, et de savoir le couloir qui y est destiné. En fait, les difficultés en termes de gestion conjointe et maire et élus communaux et secrétaires exécutifs, c'est à travers ça. Il faut que chacun puisse reconnaître le couloir qui est le sien. Et respecte son couloir. Et respecte son couloir. C'est vrai que à travers le respect, la gestion de toutes les tâches que nous avons à exécuter, il y a un carrefour. Et ce carrefour, c'est quoi? C'est le résultat. Donc, à travers les couloirs, nous avons ce que je peux appeler communément la coproduction. Et si cette coproduction s'effectue dans les normes, il ne devrait pas avoir de problème. Mais nous constatons malheureusement que cette coproduction ne connaît pas la totalité de l'efficacité qu'il lui faut, ce qui fait qu'il y a des difficultés. Et ce qui fait que parfois, vous avez un maire qui lui, il veut atteindre les objectifs. Oui. Parce que demain, la population va demander, c'est le maire qui va rendre compte, ou les élus qui vont rendre compte à la population. Mais les secrétaires exécutifs qui sont dans une expérimentation, il faut le dire parce qu'ils n'ont jamais été, il y en a qui n'ont jamais été au contact de la gestion décentralisée, oui. Mais qui se sont vus, compte tenu peut-être de leurs compétences, dans cette dynamique. Et il faut également dire qu'il y en a qui n'ont jamais assumé un service d'environ 10 collaborateurs. Et bien aujourd'hui, ils sont secrétaires exécutifs, mais ils doivent gérer l'administration communale, qui dépasse parfois des communes, au niveau de certaines communes, 60, 100. Or, je n'ai jamais eu le temps d'expérimenter la gestion de 10 collaborateurs autour d'un service que j'occupe. C'est difficile. Parce que tout se retrouve là. La gestion des hommes, des humains. Parce que lorsque vous voulez un résultat, c'est de la gestion de comment vous gérez ceux qui sont autour de vous. Le leadership, en fait, c'est ça qui conduit au résultat. Et si vous n'avez pas cette capacité, si vous n'avez pas eu à faire cette expérience une fois, soyez-en sûr, ça doit vous créer des difficultés. Le poste pour vous, il est à bannir ou à réformer ou à repenser? Alors, je parle du secrétaire exécutif. Moi, je peux vous dire, pour ce qui me concerne, toute honnêteté. Je dis pour ce qui me concerne. Pour ce qui me concerne, je ne peux pas clamer ma satisfaction. Je dis, il reste à faire. Il reste à faire. Ce n'est pas que je me relègue ou que je sors de là. Je sais qu'il y en a que moi-même, sur lesquels je dois encore travailler. Oui. Mais je dis, par rapport à ce que je vis, il reste à faire. Et je sais que de la collaboration avec ma secrétaire, il faut qu'il y ait une nouvelle adaptation. Il faut qu'on change de fusil d'épaule. Ce qui veut dire qu'il y avait toujours entente.
Non, mais lorsque vous parlez d'entente, c'est l'entente. L'entente ne peut pas être à 100%. Maintenant, c'est de la façon dont vous prenez de la hauteur par rapport à la gestion de la mésentente ou de l'incompréhension. C'est ça qui vous conduit au résultat. Vous pouvez tout de suite avoir un dossier sur lequel vous n'allez pas vous entendre. Mais quand vous prenez vos responsabilités, et comme je l'ai dit tantôt, vous prenez de la hauteur, vous allez retrouver des éléments qui pourront vous aider à retrouver ou à réparer, à remettre sur surface le dossier et à gérer cela de façon conjointe et atteindre l'objectif qu'il faut. Donc, si cela reste en chacun de nous comme ligne directive à suivre, je pense qu'on peut corriger tout ce qu'il y a et se mettre ensemble, voir ce qui y a fait. Mais dans l'ensemble, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des humains qui ont mis en place des tests. Nous sommes en train de passer 2 ans. Il va falloir qu'on ramène également la balle à terre. Et que même ceux qui ont légiféré, qu'ils aillent au pouvoir à travers ces différents tests-là, les insuffisances. Parce que, et même ils savent qu'il y a des non-dits, mais ces non-dits-là créent des problèmes, créent des difficultés. Mais il faut qu'ils soient là, qu'on aille vers eux pour qu'ils nous expliquent. On n'a pas forcément besoin de voir celui qui met en place un roman que vous avez envie de lire avant de comprendre ce qu'il met. Avant dernière question pour conclure, puisque nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien-là, mais vous avez savoir, est-ce que pour vous, la création du poste de secrétaire exécutif a déplacé un problème pour en créer un autre? Je dirais oui. Je dirais oui parce que je l'ai dit tout à l'heure, nous avons une habitude, d'accord, de travailler par le passé. Je prends le cas de Grand Popo. Quand j'ai pris fonction, je sais le nombre de cadres que j'avais autour de moi. Aujourd'hui, avec les réformes, il y a ces cadres qui sont là, mais il y a d'autres qui sont qu'on a rajoutés. Normalement, il ne devait plus y avoir de problème. Parce que nous pouvons dire que nous avons aujourd'hui les ressources qu'il faut pour que le travail se passe bien. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et si ce n'est pas le cas, c'est pour ça que je dis, nous devons nous questionner nous-mêmes. C'est pourquoi je parlais du leadership pour pouvoir cadrer et atteindre les objectifs. Tout se passe au niveau des humains. Tout se passe au niveau. Mais j'ai foi que la mise en cause de chacun et la prise de responsabilité des uns et des autres pourrait nous amener à atteindre les objectifs qu'il faut. Tout ce que nous constatons, moi, c'est que bon, la façon dont on accélère, on a la célérité avec laquelle les projets qu'on met en place, on les exécute, ce n'est pas la même. Parce que les secrétaires... Cette mise en place là parfois ralenti l'élan de développement ou le projet. Un retard dans l'exécution d'un projet, vous voyez, ça c'est lié au développement. Et donc c'est clair que ce développement également connaîtra ce retard. Donc ça détient sur les relations. Mais absolument, parce que vous savez, la communauté demain ne veut pas savoir combien vous avez dans la caisse. Ça, je vous souffle ça. Quand on va vouloir partir, on dit nous avons 5 milliards dans la caisse. C'est pas ça qui ferait plaisir à la communauté. Ce que la communauté veut, qu'est-ce que vous nous avez fait pour notre bien-être? Puisque c'est là, pour être réinvesti, pour pouvoir servir la communauté. Donc on ne peut pas mettre ça, on dit que c'est... cette façon de trésoriser l'argent n'est pas la meilleure. Il faut réinvestir, parce qu'il y a des besoins qui sont là. Mais dans le réinvestissement, c'est là où nous connaissons un peu de difficultés, où nous pensons qu'il faille aller vers un rythme beaucoup plus accéléré. Et quelles sont vos attentes vis-à-vis de cette collaboration entre SE et maire jusqu'à la fin de ce mandat, pour la fin du mandat? Non, j'ai parlé de remise en cause de la part des acteurs que nous sommes. Oui. J'ai parlé également de l'appropriation des tests que nous avons. Donc, c'est retourner chacun à la lecture profonde pour comprendre ce que les tests nous recommandent. Et deuxièmement, troisièmement, c'est l'humilité et surtout le leadership à pouvoir. Parce que, en tant que maire, je n'interviens pas directement dans la gestion administrative. C'est ça les réformes en fait. Oui, c'est le SE. C'est le secrétaire exécutif. Mais je suis là pour observer et recadrer lorsque je sens
Mais pour recadrer, ce n'est qu'avec le secrétaire que je pourrais discuter. J'ai constaté ci, j'ai constaté ça. Ça ne va pas. Ou, à travers les sessions et à la lecture de son rapport d'activité mensuel, nous ressentons, nous constatons. Et lorsque vous lisez un rapport, s'il y a des situations à un niveau, des problèmes à un niveau donné, vous devez vous en rendre. Et là, on attire son attention là-dessus. Mais voilà, expérimente ceci, fais ça. Non, c'est au secrétaire que nous devons parler. C'est au secrétaire d'aller pour aménager autour de lui l'équipe pour atteindre les objectifs. Mais puisque demain, c'est nous qui allons rendre compte, nous n'allons pas rester les bras croisés. Pour voir une nonchalance prendre corps et la mise en route ou en œuvre des projets rester placardés, non. Nous devons intervenir. Et on intervient à travers les couloirs que les tests nous ont réservés. Merci à vous, Jocelyn Ayi. Nous sommes à la fin de cet entretien. C'est un rituel. Vous allez regarder droit dans votre caméra et dire quelques mots à l'endroit de vos sympathisants, du conseil communal de la commune de Grand Popo et à l'endroit de toute la population de Grand Popo. Voilà. D'abord, merci à vous. Je commence par vous pour cette opportunité. Je remercie également le président de la République et tout son gouvernement, et tous ceux avec qui nous travaillons pour le développement de la commune de Grand Popo. Je remercie le conseil communal qui travaille de toute confiance avec moi et nous arrivons toujours à tirer notre épingle du jeu, à créer autour de tout ce que nous faisons la convivialité et surtout la familiarité. Parce que la cause, elle est unique et nous la partageons. C'est le développement de la commune de Grand Popo. Tous ceux qui sont, je vais dire, cadres au niveau de l'administration communale, la secrétaire exécutive, la population, je les remercie des appuis, et également de l'écoute et surtout du respect à des moments vraiment cruciaux où nous avons besoin de les sentir citoyens et non habitants. Je tiens à les remercier, mais à les exhorter à ne pas sortir de cette voie, mais à savoir que c'est cette voie, c'est par cette voie-là que nous allons réellement développer notre commune et que le nom, qui n'est pas un nom donné à Grand Popo de façon oisive, mais c'est un nom qui lui revient, la cité balnéaire, qui a besoin des filles et fils de Grand Popo. Qu'on se mette dans une synergie d'action et que la main dans la main et dans une même veine, nous travaillons pour animer non seulement la commune, mais également à mettre en place tout ce qu'il faut pour assurer le développement de la commune, pour le bien-être de nos parents, de nos enfants et de la communauté et du Bénin entier. Merci à vous, Jocelyn Ayi. Chers amis internautes de cet entretien, on retiendra que l'invité à l'entame, maire de la ville de la commune de Grand Popo, a tenu à préciser que sa commune est une cité balnéaire. Il a tenu à l'entame de ses propos à adresser ses chaleureuses civilités aux populations de la commune de Grand Popo, au conseil communal, tout son ensemble sans exclusion, au conseil communal de la commune de Grand Popo et aux fidèles musulmans qui ce jour célèbrent la Tabaski. Parlant de la tournée gouvernementale de reddition de comptes, pour lui c'est une initiative noble et salutaire. Il a exposé un peu la composition de l'agora de cet exercice gouvernemental, notamment cette tournée de reddition de comptes. Il y avait au sein les leaders d'opinion, les chefs religieux. Il a fait savoir que pour la mobilisation, ils ont mis à contribution les crieurs publics pour que véritablement tout le monde soit impacté et que tout le monde puisse amener l'information et que cette information-là soit davantage relayée au sein de l'opinion. Et nous a fait savoir au cours de cet entretien que dans les jours à venir, les maires, les chefs d'arrondissement, les chefs de village vont se mobiliser pour eux à leur tour également poursuivre la reddition de comptes pour que véritablement les populations soient au courant de ce qui est fait par l'État central à leur profit. Il a eu à exposer et décliner au cours de cet entretien la vision du président Patrice Talon pour Grand Popo. Les fruits des partenariats avec d'autres villes ont été exposés au cours de cet entretien. Les atouts et potentialités touristiques
touristiques de Grand Popo ont été également exposés. Pour lui, Patrice Talon a fait l'enrochement pour empêcher la disparition de Grand Popo, ceci à travers la pose de roches pour empêcher l'érosion côtière. Pour lui, c'est une grande action qui a été menée sous Patrice Talon parce que beaucoup de gouvernements étaient impuissants face à ce phénomène-là qui menaçait Grand Popo de disparaître. Pour lui, il y a également des travaux qui ont été effectués pour empêcher une seconde embouchure à travers la réalisation d'infrastructures. Pour lui, c'est une action salvatrice car l'eau a reculé de 200 mètres et la berge également en a gagné. Lorsqu'il a été interrogé également sur le développement de la commune, il a fait savoir qu'il y a des actions qui sont menées avec la collectivité transfrontalière qui comporte 5 communes de la République du Togo et 3 du Bénin. Il a exposé de façon sommaire un peu les différentes actions qui sont menées là pour le développement de la commune de Grand Popo également. Il a exposé les richesses de Grand Popo, notamment j'ai pu noter l'arrondissement d'Avlon avec la réserve biosphère, l'île avec ces Amazones femmes qui produisent le sel. Il a fait savoir que l'État central envisage mettre en place une production tout en ne tuant pas ce qui est fait déjà là, mais juste pour quand même épauler et moderniser. Il a fait savoir également qu'il y a la route des couvents également, qui est l'une des grandes richesses de Grand Popo. Il a parlé d'Agoué, de l'arrondissement d'Agoué, et il a exposé également tout ce qui est fait dans le cadre de la valorisation du potentiel touristique de Grand Popo, et il nous a mentionné le fait qu'ils y travaillent, notamment le conseil communal, pour davantage valoriser ces différents sites qui ont été évoqués au cours de cet entretien. Il a fait savoir également que l'État central, le gouvernement du président Patrice Talon, a pour ambition de construire un port de pêche à Grand Popo. Cela sera effectif, et lorsqu'il a été interrogé sur les projets qui sont en cours de réalisation et qui sont en vue de réalisation, il a fait savoir que ça va démarrer bientôt, et même si le gouvernement actuel ne le finissait pas, l'État est une continuité, donc ceux qui viendront après viendront finir l'œuvre salvatrice entamée par Patrice Talon. Interrogé sur les réformes du secteur de la décentralisation, les réformes sont une œuvre humaine et donc sont perfectibles. Là, on l'a senti un peu amer par rapport aux relations qui doivent exister normalement de cordialité entre le maire et son secrétaire exécutif. Il a fait savoir que la coproduction ne connaît pas la totalité de l'efficacité. Il l'a démontré, il a exposé. On a pu lire entre les propos ce qu'il voulait dire. Il a dit qu'il n'est pas satisfait. Sans embâche, il a répondu à cela. Il a invité les acteurs politiques, les parlementaires à davantage à légiférer, pour le dire ainsi directement, à un toilettage des textes pour que véritablement cela soit en phase avec les réalités du terrain. Et il invite également les secrétaires exécutifs, évidemment, après la mobilisation des ressources, à réinvestir dans les communes, cela pour le bonheur des populations, parce que le maire qui est un élu, lui, il a droit à une reddition de comptes, parce qu'il doit aller vers les populations, soit peut-être pour solliciter encore le suffrage pour retourner à la mairie en tant que conseiller, ou peut-être pour aller au Parlement. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle. Merci bien à vous, tout est dit. Merci à vous, Billy Gaïla Ebi. Je rappelle que Jocelyn Aïkouaï est maire de la commune de Grand Popo. Il est acteur politique, coordonnateur communal du parti politique Union Progressiste Le Renouveau, dont il est l'un des militants. Il est à l'état civil, expert, consultant marketing et action commerciale. Il a été plusieurs fois directeur commercial et marketing à Jetma, à Corley, Bénin et bien d'autres. Il a été ex-directeur général adjoint de la compagnie béninoise des textiles. Merci à vous pour l'attention. N'oubliez pas de prendre le rendez-vous du JT à 19h.